Élisa essuya la sueur de son front d'un revers de la main, laissant une traînée claire sur sa peau couverte de la poussière de la route. Le mois d'août au Texas était impitoyable. Même à l'ombre du porche de l'orphelinat, l'air vibrait sous la chaleur, et les marches en bois étaient fissurées par la sécheresse. Elle regardait un chariot rouler lentement dans la rue principale de Cedar Ridge, soulevant des nuages de poussière rougeâtre qui se déposaient sur sa robe en cretonne bleue. 29 ans, et depuis longtemps, tout le monde en ville avait cessé de demander quand mademoiselle Élisa se marierait. Elle-même avait arrêté d'y penser environ 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait compris que les enfants de l'orphelinat avaient plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de son propre bonheur. Ou peut-être avait-elle simplement appris à s'en convaincre. Le bruit des roues s'intensifiait, le chariot approchait, et Élisa distingua la silhouette du conducteur. De larges épaules sous une chemise brune, un chapeau rabattu sur les yeux. À côté de lui, quelqu'un de plus petit était assis. Un enfant. Son cœur se serra d'une compassion familière. Combien de fois, au cours des 10 dernières années, des chariots similaires s'étaient-ils arrêtés au seuil de l'orphelinat, amenant des enfants que la guerre, la maladie ou simplement la cruauté du monde avait laissés sans famille. « Mademoiselle Élisa » cria la voix de Tommy derrière elle. Le garçonnet se précipita sur le porche, tenant un cheval de bois à la patte cassée. « Je peux montrer mon cheval au nouveau ?»« Attendons d'abord de voir qui est arrivé, » répondit-elle doucement, en recoiffant les cheveux châtains ébouriffés de Tommy. « Et n'oublie pas, nous accueillons les invités avec politesse. » Le chariot s'arrêta juste devant le portail. Le conducteur sauta à terre avec l'aisance d'un homme plus habitué à la selle qu'à un lit douillet. Élisa remarqua malgré elle la fluidité de ses mouvements, malgré une fatigue évidente. Quand il retira son chapeau, révélant des cheveux sombres avec des tempes grisonnantes prématurément, elle comprit qu'il était plus âgé qu'il n'y paraissait. Peut-être la quarantaine passée. Mais le plus saisissant se trouvait à l'arrière du chariot. 3 enfants, 2 filles et un garçon, étaient assis sur des ballots, la fixant de leurs grands yeux méfiants. L'aîné devait avoir 10 ans, le plus jeune pas plus de 5. Leurs vêtements étaient propres mais rapiécés, leur visage d'un sérieux qui ne correspondait pas à leur âge. « Bonjour » dit l'homme en s'approchant du porche. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « Je m'appelle Nathan Crawford. On m'a dit en ville que l'orphelinat de mademoiselle Élisa Cotter se trouvait ici. »« C'est moi, » répondit-elle en descendant les marches. « Vous amenez des enfants. » Nathan hocha la tête. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son regard. Ce n'était pas le soulagement qu'éprouvèrent généralement les gens se débarrassant d'un fardeau indésirable, ni l'indifférence de ceux qui accomplissaient simplement une mission. Ses yeux gris trahissaient une profonde douleur. « Ce sont les enfants de mon frère, » dit-il à voix basse. « Jacob et Samantha sont morts de la fièvre, il y a 3 semaines. Les petits n'ont plus personne d'autre que moi, et je... » Il marqua une pause, serrant son chapeau entre ses mains. « Je ne peux pas leur offrir ce dont ils ont besoin. » Élisa sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Combien d'histoires semblables avait-elle entendues au fil des ans? Sur la frontière, la mort frappait sans prévenir, emportant les parents et laissant les enfants dans un monde qui leur était rarement bienveillant. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle en regardant les 3 enfants dans le chariot. « Rose, Emma et Sam » répondit Nathan. « Rose est l'aînée, elle a 10 ans, Emma en a 7, Sam 5. Ce sont de bons enfants seulement. » Il hésita. Il ne parle presque plus depuis que c'est arrivé. Élisa hocha la tête avec compréhension. Elle savait ce que le chagrin faisait aux enfants. Certains devenaient agressifs, d'autres se refermaient sur eux-mêmes si profondément qu'il fallait beaucoup de temps pour les ramener à la vie. « Pouvez-vous les aider à descendre » demanda-t-elle. « Tommy, cours chercher Madame Harper. Dis-lui que nous avons de nouveaux enfants. » Pendant que Nathan parlait aux enfants, les persuadant de descendre, Élisa l'observait. Ses mouvements étaient empreints de la prudence d'un homme qui craint de blesser. Quand il souleva le plus jeune garçon dans ses bras,
Celui-ci ne résista pas, mais ne se blottit pas non plus contre lui. Il se laissa porter passivement. « Avez-vous quelques-unes de leurs affaires » demanda Eliza. « Tout ce qui reste est dans le chariot » répondit Nathan en posant Sam à terre. « Samantha, leur mère tenait beaucoup à quelques objets. J'ai pensé que les enfants voudraient en les garder. » Madame Harper apparut sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Cette femme âgée aidait Eliza à l'orphelinat depuis 20 ans et savait infailliblement quelle approche adopter avec chaque enfant. « Rose, Emma, Sam, » dit chaleureusement Eliza en s'accroupissant pour être à leur niveau. « Je m'appelle mademoiselle Eliza. Cette maison est feinte maintenant la vôtre aussi. Nous prendrons soin de vous. » L'aînée Rose la regarda attentivement, puis se tourna vers Nathan. Une tristesse d'adulte se lisait dans ses yeux sombres. « Oncle Nate va rester aussi ?» demanda-t-elle doucement. Eliza jeta un regard à Nathan. Il se tenait là, mal à l'aise, le visage tiraillé entre le désir déchirant de dire oui et la conscience que c'était impossible. « Je ne peux pas, ma puce, » dit-il en s'accroupissant à côté d'Eliza. « Mais je viendrai vous voir, et mademoiselle Eliza prendra bien soin de vous. » « Comme maman et papa disaient qu'ils prendraient soin de nous ?» demanda la cadette Emma, avec une telle amertume dans la voix qu'Eliza sentit son cœur se serrer. Nathan ouvrit la bouche, mais Eliza lui toucha doucement le bras. « Emma, » dit-elle sérieusement, « je ne te promets pas ce que je ne peux pas garantir. Mais tant que je respirerai, je serai là pour vous. Cette maison tiendra debout, il y aura toujours assez à manger, et personne ne vous fera de mal. Ça, je peux le promettre. » La fillette la fixa longuement, comme si elle pesait chacun de ses mots. « Madame Harper, » dit Eliza en se tournant vers son assistante, « pourriez-vous montrer leur chambre aux enfants, et peut-être trouver un peu de lait et des biscuits ?» Quand les enfants furent entrés, Eliza et Nathan restèrent seuls sur le porche. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Au loin, un faucon cria, et le vent agita les herbes sèches près de la clôture. « C'est difficile, » dit Nathan à voix basse, « de les laisser. »« Pourquoi ne pouvez-vous pas les prendre ?» demanda Eliza. Sa voix ne contenait aucun jugement, seulement un intérêt sincère. Il resta silencieux un instant, le regard perdu à l'horizon. « J'ai un ranch à 2 jours de route d'ici, petit, mais correct. Seulement j'y suis seul et il y a beaucoup de travail. Les enfants ont besoin de stabilité, d'une école, d'autres enfants autour d'eux. Et moi... » Il eut un sourire amer. « Je ne sais même pas faire cuire de la bouillie correctement. »« Et votre femme ?» demanda Eliza avec précaution. « J'en avais une, » répondit-il sèchement. « Elle était morte en couche il y a 4 ans. Le bébé n'a pas survécu non plus. » Eliza hocha la tête, ne sachant que dire. Sur la frontière, la mort faisait partie de la vie, mais cela ne la rendait pas plus facile à accepter. « Puis-je savoir ce qui est arrivé à leurs parents ?» demanda-t-elle. « La fièvre, » dit Nathan. « Jacob est tombé malade en premier, puis Samantha. Je suis arrivé quand il était déjà trop tard. Les enfants, par miracle, n'ont pas été contaminés, mais ils se sont retrouvés complètement seuls. » Il serra les poings. « Si seulement j'étais arrivé plus tôt. »« Vous ne pouviez pas savoir, » dit Eliza doucement. « J'aurais pu leur rendre visite plus souvent. J'aurais pu insister pour qu'ils déménagent plus près de chez moi. Jacob était têtu. Il voulait réussir par lui-même, prouver qu'il pouvait construire une belle vie pour sa famille. Et maintenant... » Eliza le regarda attentivement. De profil, Nathan semblait sévère, mais elle voyait les muscles de sa mâchoire se contracter, sa lutte pour garder son sang-froid. « Les enfants iront bien, » dit-elle. « Ici, ils auront des amis, ils iront à l'école, et vous pourrez les voir aussi souvent que vous le voudrez. Je paierai pour leur entretien, » dit-il en se tournant vers elle. « J'ai de l'argent. »« L'orphelinat vit de dons, » répondit Eliza. « Mais les enfants ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un tient à eux. » Nathan hocha la tête sans la quitter des yeux. Dans la pénombre grandissante,
Ses yeux gris paraissaient presque noirs. « Vous faites ça depuis longtemps ?» demanda-t-il. « 10 ans, répondit Elisa. J'ai commencé avec 3 enfants dans ma propre maison. Puis la ville a fourni ce bâtiment, des aides sont arrivées, des dons. Nous avons maintenant 17 enfants, bientôt 20. C'est une grande responsabilité. Oui, admit-elle. Mais c'est aussi une grande joie. Voir un enfant arriver ici effrayé et brisé, recommencer à rire, à rêver, à faire des projets, cela n'a pas de prix. Nathan la regardait avec une expression étrange. « Avez-vous vos propres enfants ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Elisa, sentant la pointe de douleur familière. « Je ne me suis pas mariée. » « Pourquoi ?» La question était très personnelle, mais sa voix ne trahissait aucune curiosité, seulement une sincère perplexité. « Je suppose que je n'ai pas rencontré la bonne personne, » dit-elle en essayant de garder un ton léger. « Ou que la bonne personne ne m'a pas rencontré. Difficile à croire, » dit Nathan à voix basse. Elisa le regarda, surprise. Mais il s'était déjà détourné pour contempler les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel assombri. « Il faut que je parte, » dit-il. « J'ai loué une chambre à l'hôtel en ville pour la nuit. Je repartirai tôt demain matin. »« Ne voulez-vous pas passer la nuit ici ?» proposa Elisa. « Nous avons une chambre d'amis, et les enfants vivraient peut-être mieux la séparation demain matin. » Nathan resta silencieux, réfléchissant à sa proposition. « Je ne veux pas leur faire encore plus de mal, » dit-il finalement. « Il vaut mieux que je parte maintenant, avant qu'ils ne s'attachent davantage. » Elisa comprenait sa logique, mais quelque chose en elle protestait contre une telle précipitation. « Puis-je vous donner un conseil ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Ne disparaissez pas de leur vie. Venez les voir, écrivez-leur des lettres, envoyez-leur des cadeaux. Ils ont perdu leurs parents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent vous perdre aussi. Un oncle, c'est aussi la famille. Et si je ne peux pas leur donner ce dont ils ont besoin, personne ne peut donner aux enfants tout ce dont ils ont besoin, répondit Elisa. Même les parents les plus aimants ne peuvent que les protéger de tous les maux. Mais on peut leur donner la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Nathan hocha lentement la tête. Très bien, dit-il. Je resterai pour la nuit. Demain matin, je leur parlerai, je leur expliquerai quand je reviendrai. Elisa sourit, pour la première fois de cette longue journée. Madame Harper vous préparera un lit, dit-elle. Et maintenant, entrons. Les enfants doivent au hâte nous attendre. Alors qu'ils montaient les marches, Nathan s'arrêta soudainement. Mademoiselle Elisa, dit-il. Merci. Pour ce que vous faites pour les enfants. Pour avoir accepté mes neveux et nièces. Pour tout. Elisa le regarda et sentit quelque chose d'étrange, comme si un élément avait bougé dans son monde habituellement si ordonné. À la lueur des lampes à pétrole qui brillaient aux fenêtres de l'orphelinat, le visage de Nathan semblait plus doux, plus jeune. « Il n'y a pas de quoi me remercier, » dit-elle. « C'est mon travail. »« Non, » objecta-t-il doucement. « Le travail, c'est ce qu'on fait pour de l'argent. Vous le faites avec le cœur, et c'est très différent. » Elisa ne trouva rien à répondre. Ils entrèrent dans la maison, où les attendaient les voix des enfants, l'odeur du dîner et les soucis habituels. Mais quelque chose avait changé ce soir-là, et Elisa savait que sa vie bien réglée ne serait plus jamais la même. Elisa fut réveillée par un léger sanglot. 10 ans d'habitude à l'orphelinat la mirent immédiatement en alerte. Un enfant pleurait quelque part dans la maison. Elle se leva sans bruit, jeta un châle sur sa chemise de nuit et jeta un œil dans le couloir. Le plancher en bois était frais sous ses pieds nus, et les lattes craquaient à peine à chacun de ses pas. Le bruit venait de la chambre où l'on avait installé les nouveaux. Elisa ouvrit doucement la porte et vit que c'était la plus jeune, Emma, qui pleurait. La fillette était assise sur son lit, serrant une poupée de chiffon contre sa poitrine, et sanglotait doucement. Rose et Sam dormaient dans les lits voisins, mais leur sommeil était agité. « Emma, ma puce !» appela doucement Elisa en entrant dans la chambre. « Que se passe-t-il »
La fillette sursauta et la regarda avec des yeux noyés de larmes. « J'ai rêvé de maman, » murmura-t-elle. « Elle m'appelait pour rentrer à la maison, mais je ne peux pas y aller, parce qu'il n'y a plus de maison. » Élisa s'assit au bord du lit et caressa doucement les cheveux de la fillette. « Parle-moi de ta maman, » demanda-t-elle à voix basse. « Elle me chantait des chansons avant de dormir, » dit Emma en se blottissant contre Élisa. « Et elle faisait des tartes aux pommes le dimanche, et elle disait toujours que j'étais sa petite fille préférée au monde. » « Et quelle chanson chantait-elle ?»« Celle de l'alouette qui vole vers son nid, » répondit Emma. « Vous voulez que je la chante ?» Élisa hocha la tête, et la fillette se mit à chanter doucement une vieille berceuse. Sa voix était pure et triste, comme le cri d'un oiseau de nuit dans la prairie. Élisa écoutait et sentait son cœur se serrer. Combien d'histoires semblables avait-elle entendues au fil des ans, mais chaque nouvelle résonnait de douleur, comme si c'était la première. « Mademoiselle Élisa » murmura une voix dans l'obscurité. Rose s'était assise sur son lit, se frottant les yeux. « Est-ce que maman et papa savent que nous sommes ici ?» Élisa marqua une pause, choisissant ses mots. Les enfants avaient des besoins de la vérité, mais d'une vérité qu'ils pouvaient accepter. « Rose, tes parents sont maintenant dans un endroit où il n'y a ni douleur ni tristesse, » dit-elle doucement. « Et où qu'ils soient, ils vous aimeront toujours et penseront toujours à vous. L'amour ne disparaît pas quand les gens s'en vont. Oncle Nate a dit qu'il nous regarde depuis le ciel, » dit le petit Sam, qui s'était également réveillé. « Mais je ne les vois pas. »« Mais sens-tu leur amour ?» demanda Élisa. Le garçon réfléchit, la tête posée sur l'oreiller. « Je crois que oui, » dit-il d'un ton incertain. « Quand oncle Nate m'a pris dans ses bras, c'était presque comme avec papa. » Élisa sourit. Nathan savait donc être tendre avec les enfants, malgré son manque d'assurance. « Oncle Nate vous aime beaucoup, » dit-elle. « C'est pour ça qu'il vous a amenés ici, où l'on prendra bien soin de vous. »« Il part demain, » dit Rose tristement. « Et nous allons nous retrouver tout seuls. »« Non, » objecta Élisa. « Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici, et ils sont tous devenus une grande famille. Demain, vous ferez leur connaissance, vous irez à l'école, vous vous ferez de nouveaux amis. »« Et si on ne se plaît pas ici ?» demanda Emma à Samemaï, « alors nous ferons en sorte que ça vous plaise. » répondit honnêtement Élisa. « Je ne peux pas vous promettre que tout sera facile, mais je peux vous promettre que nous essaierons, tous. » Ensemble, les enfants se turent, méditant ces paroles. Élisa resta assise avec eux en silence, écoutant le vent agiter les rideaux à la fenêtre. Au loin, un coyote hurla, et un léger hennissement s'éleva de l'écurie. « Mademoiselle Élisa, » dit doucement Rose, « avez-vous déjà été petite et sans maman ni papa ?» Élisa sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle parlait rarement de son enfance, même Madame Harper ne connaissait que les faits généraux. « Oui, » répondit-elle après une pause. « J'avais 12 ans quand mes parents sont morts du typhus. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a recueilli. »« Et vous aviez peur ?»« Très peur, » admit Élisa. « Je pensais que personne ne m'aimerait plus jamais comme maman et papa m'avaient aimé. Et que s'est-il passé ensuite ? Ma tante s'est avérée être une femme bonne. Elle ne pouvait pas remplacer ma mère. Mais elle m'a donné un foyer, des soins et une éducation. Et j'ai compris que l'amour pouvait prendre différentes formes. L'amour parental est spécial. Mais il y a aussi un autre amour, celui de ceux qui veulent simplement votre bien. » Les enfants écoutaient attentivement, et Élisa vit une lueur d'espoir naître dans leurs yeux. « Vous pourriez nous chanter quelque chose ?» demanda Emma. « Comme maman le faisait. » Élisa réfléchit. Elle ne chantait pas de berceuse aux enfants, c'était généralement Madame Harper qui s'en chargeait. Mais quelque chose dans la demande de la fillette la poussa à acquiescer. « D'accord, » dit-elle. « Juste une chanson, et après, au lit. » Elle se mit à chanter une vieille ballade sur un voyageur cherchant le chemin de sa maison. Sa voix n'était plus aussi claire que dans sa jeunesse, mais elle était mélodieuse et apaisante.
Les enfants se détendirent peu à peu. Sam ferma les yeux. Emma se blottit contre son oreiller. Des pas prudents se firent entendre dans l'embrasure de la porte. Élisa se retourna et vit Nathan. Il se tenait là, n'osant pas entrer. Il portait le même pantalon que dans la journée, mais sa chemise était déboutonnée au col et ses cheveux étaient en désordre. Visiblement, il ne parvenait pas non plus à dormir. Élisa termina sa chanson et se leva doucement, bordant les enfants. « Bonne nuit, mes chéris, » murmura-t-elle. « On se voit au petit déjeuner. » Nathan recula pour la laisser passer dans le couloir. Ils se dirigèrent en silence vers le salon, où des braises rougeoyaient encore dans la cheminée. Élisa alluma une lampe à pétrole et se tourna vers lui. « Vous n'arriviez pas à dormir » demanda-t-elle doucement. « J'ai entendu quelqu'un pleurer, » répondit-il. « J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'aide. »« Emma a rêvé de sa mère, » expliqua Eliza. « C'est normal. Les enfants mettent du temps à s'habituer à un nouvel endroit. » Nathan hocha la tête, mais son visage exprimait un tourment. « Peut-être que je ne devrais pas les laisser, » dit-il. « Peut-être que je devrais essayer de les prendre avec moi. »« Qu'est-ce qui a changé depuis ce matin ?» demanda Élisa avec douceur. « Rien, » admit-il. « Et c'est bien là le problème. Je n'ai toujours aucune expérience avec les enfants. J'ai toujours un ranch au milieu de nulle part, et toujours personne pour m'aider. Alors pourquoi ces doutes ?» Nathan s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles. « Parce que quand j'ai entendu Emma pleurer, j'ai eu envie de la consoler. Et quand vous leur chantiez une chanson, j'ai pensé, « Ils se tuent. Qu'avez-vous pensé ? Que vous leur donnez ce que je ne pourrai jamais leur donner, » répondit-il en se tournant vers elle. « La patience, la compréhension, l'art de trouver les mots justes. » Élisa s'assit dans un fauteuil près de la cheminée et regarda les braises. « Cela s'apprend, » dit-elle. « Moi non plus, je ne savais pas tout au début. Comment avez-vous décidé de vous occuper d'enfants ?» Élisa resta silencieuse un instant. Cette histoire était douloureuse pour elle. Mais quelque chose dans la sincérité de Nathan la poussa à se confier. « Après la mort de mes parents, j'ai vécu chez ma tante jusqu'à mes 18 ans, commença-t-elle. Puis elle est décédée, me laissant un petit héritage. J'aurais pu épouser le fermier voisin, il m'avait demandé en mariage. Un homme bien, mais je ne l'aimais pas. Et qu'avez-vous choisi ? J'ai déménagé ici à Cedar Ridge et j'ai acheté une petite maison. Je pensais devenir couturière ou institutrice. Et puis le shérif m'a amené 3 enfants dont les parents avaient été tués lors d'une attaque indienne. Il m'a dit qu'il n'y avait nulle part où les mettre, et que comme je vivais seul, je pourrais m'en occuper. Et vous avez accepté ? Pas tout de suite, admit Élisa. J'avais peur, mais quand j'ai vu leur visage, ils étaient si perdus, si effrayés. Je me suis revu à 12 ans et j'ai compris que je ne pouvais pas leur refuser. Nathan revint près de la cheminée et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Et comment cela s'est-il passé ? Les premiers mois ont été très difficiles, se souvint Élisa. Le garçon aîné s'enfuyait chaque semaine, essayant de retrouver le chemin de l'endroit où sa famille avait vécu. La fille du milieu ne parlait plus du tout, et le plus jeune était constamment malade à cause du stress. Mais vous vous en êtes sortis. Nous nous en sommes sortis ensemble, le corrigea-t-elle. Les enfants m'ont appris autant que je leur ai appris. Ils m'ont montré ce que signifiait être utile, ce que signifiait aimer quelqu'un plus que soi-même. Nathan la regardait attentivement. N'avez-vous jamais eu le désir de fonder votre propre famille, d'avoir des enfants ? La question était douloureuse, mais Élisa ne détourna pas le regard. Si, répondit-elle doucement. Et je l'ai toujours. Mais la vie en a décidé autrement. Pourquoi n'avez-vous pas épousé ce fermier ? Parce qu'un mariage sans amour n'est pas une famille, c'est un arrangement, dit Élisa. J'ai vu des femmes comme ça. Elles accomplissent encore leurs devoirs, ont des enfants, tiennent en leur maison, mais leurs yeux sont vides. Je ne voulais pas de cette vie. Et si vous aviez rencontré quelqu'un que vous auriez pu aimer ? Élisa regarda le feu.
alors peut-être les choses auraient été différentes. Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut planifier ou forcer. Oui, acquiesça Nathan à voix basse. C'est vrai. Il y avait une telle tristesse dans sa voix qu'Elisa comprit qu'il parlait de sa propre expérience. « Parlez-moi de votre femme », demanda-t-elle doucement. Nathan resta longtemps silencieux, les yeux fixés sur les braises. « Mary était la fille d'un rancher voisin, dit-il enfin. Belle, joyeuse, pleine de vie, tous les garçons du coin lui faisaient que la cour et elle m'a choisi moi. Je n'en revenais pas de mon bonheur. Vous vous aimiez. Je l'aimais, répondit-il après une pause. Et elle, je pense qu'elle aimait l'idée d'une vie stable, d'une belle maison, du respect de la communauté. Je ne l'ai compris qu'après le mariage. Mais vous étiez heureux? Les 2 premières années, oui. Mary s'efforçait d'être une bonne épouse, et je m'efforçais de lui donner tout ce qu'elle voulait. Nous jouions tous les deux notre rôle. Et puis elle est tombée enceinte et... Il se tut. Que s'est-il passé? Elle avait peur, très peur. Elle disait qu'elle n'était pas prête à être mère, qu'elle ne savait pas comment aimer un enfant, et je ne comprenais pas comment l'aider. Je disais des bêtises, comme quoi l'instinct maternel viendrait tout seul. Nathan serra les poings. Quand l'accouchement a commencé, quelque chose a mal tourné. Le docteur a dit que si elle avait été plus calme, moins nerveuse, les choses se seraient peut-être passées différemment. Vous n'êtes pas responsable de sa mort, dit Elisa doucement. Peut-être. Mais je suis responsable de ne pas avoir réussi à la rendre heureuse, de ne pas avoir su lui donner ce dont elle avait besoin. Elisa le regarda avec compassion. Elle voyait à quel point la culpabilité le rongeait, comment il se blâmait pour des choses qui échappaient à son contrôle. « Nathan, dit-elle doucement, on ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux. On peut seulement créer les conditions du bonheur et espérer qu'il les accepte. » Facile à dire, répondit-il amèrement. Facile à dire, difficile à accepter, acquiesça Elisa. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Après quels événements? Elisa hésita, se demandant si elle devait raconter. Il y a 6 ans, dit-elle finalement, un homme m'a demandé en mariage. Jeremiah Harris, le propriétaire de l'aciérie. Un homme bon et respectable, veuf avec 2 enfants. Et que s'est-il passé? J'ai pensé que c'était ma chance. J'avais déjà des enfants, même s'ils n'étaient pas les miens, et de l'expérience. Et Jeremiah avait besoin d'une mère pour ses garçons. Il me semblait que cela pourrait donner une bonne famille. Mais quelque chose a mal tourné. J'ai réalisé que j'essayais de me convaincre que je l'aimais. Je me forçais à me réjouir de ses visites, de ses cadeaux, de ses projets pour notre avenir. Et quand il m'a embrassé le jour de nos fiançailles, je n'ai ressenti rien, seulement le désir que cela se termine au plus vite. Nathan la regardait attentivement. « Et vous avez rompu les fiançailles ?» 2 semaines avant le mariage, hocha la tête Elisa. Ce fut la conversation la plus difficile de ma vie. Jeremiah était si contrarié, si désemparé. Il ne comprenait pas ce qui avait changé, et je ne pouvais pas lui expliquer que rien n'avait changé, simplement que je m'étais enfin avoué la vérité sur mes sentiments. A-t-il essayé de vous faire changer d'avis? Oui. Il disait que l'amour viendrait avec le temps, que l'important était le respect et les objectifs communs. Peut-être avait-il raison, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne pouvais pas le tromper, ni me tromper. Moi-même. Et comment a-t-il réagi? Il a été blessé. Il ne m'a pas parlé pendant longtemps, et quand la nouvelle institutrice est arrivée en ville, il l'a épousée 6 mois plus tard. Aujourd'hui, ils ont une famille heureuse, et je suis contente pour eux. Nathan hocha la tête avec compréhension. Vous avez donc bien fait. Probablement, mais les années passent, et je suis toujours seul. Parfois, je me dis que j'aurais dû essayer. Qui sait, peut-être que l'amour serait vraiment venu avec le temps. Et aujourd'hui, le regrettez-vous? Elisa réfléchit.
Je ne regrette pas d'avoir rompu les fiançailles, dit-elle honnêtement. Mais je regrette de n'avoir jamais rencontré celui vers qui mon cœur se serait tourné de lui-même. Ils restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Les braises dans la cheminée s'étaient complètement éteintes, et la pièce était plongée dans une pénombre éclairée seulement par la lampe à pétrole. « Elisa, dit Nathan doucement, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Avez-vous déjà pensé à quitter Cedar Ridge, à commencer une nouvelle vie ailleurs ? » « J'y ai pensé, admit-elle. Surtout dans les premières années après l'histoire avec Jeremiah. Mais les enfants ont besoin de moi, et j'ai besoin d'eux. Ma maison, ma vie, sont ici. Et s'il y avait une raison de partir ? Quelle raison ? Nathan ne répondit pas tout de suite, et une tension palpable s'installa dans le silence. « Je ne sais pas, » dit-il enfin, juste par curiosité. Elisa le regarda attentivement, sentant que quelque chose de plus se cachait derrière cette question, mais elle n'osa pas insister. « Vous devriez vous reposer, » dit-elle en se levant. « Vous avez une longue route demain. »« Oui » acquiesça Nathan en se levant aussi. « Elisa, merci pour cette conversation. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un aussi ouvertement. »« Moi non plus, » répondit-elle sincèrement. Quand elle retourna dans sa chambre, le sommeil ne vint pas. Elisa resta allongée dans le noir, pensant à leur conversation, aux questions de Nathan, à quelque chose d'insaisissable dans son regard. Quelque chose était en train de changer dans sa vie bien réglée, et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou en avoir peur. Dehors, le vent hurlait, et quelque part dans la maison, une latte de plancher craqua doucement. Les enfants dormaient, Madame Harper dormait, et Nathan dormait dans la chambre d'amis. Mais Elisa se sentait plus éveillée que jamais, comme si quelque chose en elle s'était réveillé après un long sommeil. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui apporterait, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait pas peur du changement. Elisa se réveilla plus tôt que d'habitude, au son des bruits provenant de la cuisine. Madame Harper s'affairait déjà près du poêle, et l'odeur du pain fraise et du bacon grillé emplissait la maison. Elisa s'habilla rapidement d'une simple robe marron au col blanc et descendit, tressant ses cheveux en une natte soignée tout en marchant. « Bonjour, Madame Harper, salua-t-elle en nouant son tablier. « Comment vont les nouveaux ?» « Rose est réveillée depuis 1 heure, elle aide à mettre la table, » répondit la vieille femme en retournant une omelette dans la poêle. « C'est une fille discrète, mais intelligente. Les plus jeunes dorment encore. » Elisa hocha la tête et jeta un œil dans la salle à manger. Rose disposait soigneusement les assiettes sur la longue table en bois, où tous les enfants de l'orphelinat prenaient habituellement leur petit déjeuner. La fillette portait la même robe que la veille, mais elle était soigneusement repassée, et ses cheveux étaient tressés en 2 nattes. « Bonjour, Rose, » dit Elisa doucement. « Bien dormi ?»« Oui, mademoiselle Elisa, » répondit la fillette sans lever les yeux de ses assiettes. « Où est oncle Nate ?»« Il doit encore dormir. »« Tu veux qu'on le réveille ?»« Non, pas la peine, » dit rapidement Rose. « Laissez-le se reposer, c'est juste. » « Il ne partira pas avant qu'on soit réveillé, n'est-ce pas ?» La voix de la fillette trahissait une peur mal dissimulée, et Elisa sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Combien d'enfants, au fil des ans, avaient eu peur d'être à nouveau abandonnés, que les adultes disparaissent de leur vie aussi soudainement qu'ils y étaient apparus. « Rose ?» dit-elle sérieusement en s'asseyant à côté de la fillette. « Ton oncle ne partira pas sans vous dire au revoir. Il a promis de vous parler ce matin et il tiendra sa promesse. » « Comment le savez-vous ?»« Parce que hier soir, j'ai vu à quel point il était tourmenté de vous laisser ici. Un homme qui se soucie autant des enfants ne disparaît pas comme ça. » Rose hocha la tête, mais le doute se lisait encore dans ses yeux. Elisa la comprenait. À 10 ans, la fillette avait déjà appris que les adultes ne tenaient pas toujours parole, que même des parents aimants pouvaient abandonner leurs enfants, simplement en mourant. Des pas se firent entendre dans l'escalier,
et Nathan entra dans la salle à manger. Il était entièrement habillé, les cheveux soigneusement peignés, mais son visage était fatigué, signe qu'il avait mal dormi lui aussi. « Bonjour, » dit-il. Et Rose leva immédiatement la tête, un sourire de soulagement aux lèvres. « Bonjour, oncle Nate, » répondit-elle. « Vous voulez nous aider à mettre la table ?»« Bien sûr, » répondit Nathan en lui ébouriffant les cheveux. « Où sont Emma et Sam ?»« Ils dorment encore, » dit Elisa. « Peut-être pourriez-vous les réveiller. Le petit déjeuner est presque prêt. » Quand Nathan monta à l'étage, Elisa remarqua que Rose le suivait du regard. « Tu aimes beaucoup ton oncle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit simplement la fillette. « Il a toujours été bon avec nous. Quand papa et maman se sont disputés à propos du déménagement, oncle Nate est venu et les a aidés à se réconcilier. Et quand papa n'avait pas assez d'argent pour les semences, mon oncle lui en a prêté sans jamais demander à être remboursé. Et il vous rendait visite souvent ? Pas vraiment, admit Rose. Il disait qu'il avait beaucoup de travail au ranch, mais il nous apportait toujours des cadeaux pour Noël et nos anniversaires. Et il nous écrivait des lettres. Pas souvent, mais il écrivait. Elisa hocha la tête avec compréhension. Nathan était un bon oncle dans la mesure de ses moyens, mais il n'était visiblement pas habitué à une grande proximité avec les enfants. La mort de son frère et de sa belle-sœur l'avait placé devant un choix auquel il n'était pas préparé. Bientôt, Nathan descendit avec Emma et Sam. Emma semblait endormie et un peu perdue, tandis que Sam tenait fermement la main de son oncle. Les autres enfants de l'orphelinat les suivirent. À cette heure, toute la maison était sur pied. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance animée. Tommy montrait son cheval de bois à Sam, lui racontant une histoire passionnante sur la façon dont il l'avait aidé à attraper des bandits imaginaires. Sarah, 14 ans, avait pris Emma sous son aile, lui expliquant les règles de vie à l'orphelinat et lui parlant de l'école. Rose écoutait silencieusement les conversations, hochant la tête et souriant de temps en temps. Elisa observait Nathan. Il mangeait peu, regardant surtout les enfants, et son regard trahissait une réflexion douloureuse. Plusieurs fois, il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais se ravisa. Après le petit déjeuner, les aînés partirent à leurs occupations, certains à l'école, d'autres pour aider aux tâches ménagères. Elisa remarqua que Nathan était toujours assis à table avec ses 3 neveux et nièces, et décida de leur laisser un moment ensemble. « Madame Harper, dit-elle, je vais montrer leur nouvelle chambre aux enfants et les aider à défaire leurs affaires. Et ensuite, peut-être que Rose et Emma aimeraient aller à l'école. »« Dès aujourd'hui » s'étonna Rose. « Et pourquoi pas ?» sourit Elisa. « Rencontrer de nouveaux amis vous aidera à vous intégrer plus rapidement. Et Sam peut rester à la maison pour l'instant, il est encore trop petit pour l'école. » Quand ils montèrent dans la chambre des enfants, Nathan les aida à défaire leurs affaires. Les sacs de voyage contenaient peu de choses. Quelques vêtements de rechange, des jouets, des livres. Mais ce qui intéressa le plus Elisa fut une petite boîte en bois que Rose posa délicatement sur sa table de chevet. « Qu'y a-t-il dedans » demanda-t-elle doucement. « Les bijoux de maman » répondit la fillette. « Oncle Nate a dit que quand je serai grande, ils seront à moi. » Elisa regarda Nathan avec approbation. Il avait pensé à l'importance pour les enfants de conserver un souvenir de leurs parents, un lien avec leur passé. « Et ça, c'est quoi » demanda Sam en sortant une vieille photographie encadrée de son sac. La photo représentait une famille, un jeune homme et une jeune femme avec 3 enfants. Elisa comprit que c'étaient les parents de Rose, Emma et Sam. « On peut la mettre ici, sur l'étagère » demanda Emma. « Bien sûr, » répondit Elisa. « C'est votre chambre, vous pouvez là. » Décorez comme vous le souhaitez. Une fois les affaires rangées, Elisa emmena les filles à l'école, tandis que Sam resta à la maison avec Nathan. L'école se trouvait à 10 minutes de marche de l'orphelinat, un petit bâtiment en bois avec un clocher sur le toit. L'institutrice, mademoiselle Adams, était une jeune femme douce qui accueillit chaleureusement les nouvelles élèves. Quand Elisa rentra,
Elle trouva Nathan et Sam dans le jardin derrière la maison. Ils construisaient quelque chose avec des branches et des pierres. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'approchant. « Un enclos pour les chevaux », expliqua sérieusement Sam. « Oncle Nate me montre comment on fait les clôtures au ranch. »« Et il y a beaucoup de chevaux au ranch » s'enquit Elisa. « 12, répondit Nathan. « Pas autant que les grands éleveurs, mais c'est suffisant pour moi. »« Et des vaches ? Une centaine de têtes, » dit-il en aidant Sam à placer une autre branche. « La plupart sont au pâturage, jeune nœud. » Garde à la maison que les vaches laitières et les jeunes. Et qui vous aide à vous en occuper. Le vieux Frank vient pour les gros travaux, le marquage, la transhumance. Sinon, je me débrouille surtout seul. Elisa imagina Nathan vivant seul au milieu des prairies, et une tristesse l'envahit. « Vous devez vous sentir seul, dit-elle doucement. Nathan la regarda. « Je m'y suis habitué, répondit-il brièvement, mais sa voix trahissait une certaine mélancolie. Ils restèrent silencieux, observant Sam qui construisait avec passion son enclos imaginaire. « Oncle Nate, dit soudain le garçon, quand est-ce que tu viendras nous voir ?» Nathan hésita. « Je ne sais pas, Sam, peut-être dans 1 mois ou 2. Tu ne peux pas venir plus tôt? Et pour Noël? Noël est encore loin, petit. Et pour mon anniversaire, c'est en octobre. » Elisa voyait le tourment de Nathan qui essayait de faire des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Tu sais quoi, Sam, intervint-elle. Et si oncle Nate te promettait de vous écrire des lettres? Et s'il le peut, il viendra pour ton anniversaire. » Le garçon la regarda, puis son oncle. « Tu nous écriras des lettres? »« Je le ferai, promit Nathan. Et j'essaierai de venir en octobre. Et tu m'apporteras un cadeau? » Bien sûr que je t'apporterai un cadeau. Sam s'illumina et se remit à sa construction. Elisa et Nathan s'écartèrent. Merci, dit-il à voix basse. Je ne savais pas quoi dire. Les enfants comprennent plus de choses qu'on ne le pense, répondit Elisa. Sam ne vous demande pas l'impossible. Il a juste besoin de savoir qu'il compte pour vous. Et si je ne peux pas venir en octobre, s'il se passe quelque chose au ranch, alors vous écrirez une lettre pour vous expliquer et vous excuser. L'important est de ne pas disparaître complètement de leur vie. Nathan hocha la tête, pensif. Elisa, puis-je vous demander un conseil? Bien sûr. Je pense à vendre le ranch. Elisa le regarda, surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais y faire tout seul? Mary est morte, je n'ai pas d'enfant. Mon frère aussi est mort. Pour qui est-ce que je me donne tant de mal? Il serra les poings. Peut-être que je devrais tout vendre, me rapprocher des enfants, trouver un travail en ville. Et que savez-vous faire, à part l'élevage? Pas grand-chose, admit Nathan. Un peu de menuiserie, réparer des selles et des harnais. Je peux travailler comme forgeron, mon père m'a appris. Et vous seriez prête à quitter la terre qui a été votre foyer? Si c'est pour les enfants, oui. Elisa resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Et avez-vous demandé aux enfants ce qu'ils veulent? Comment ça? Eh bien, peut-être qu'ils préféreraient avoir un oncle rancher chez qui ils peuvent passer les vacances, plutôt qu'un oncle forgeron qui vit dans le quartier d'à côté. Nathan parut songeur. Je n'y avais pas pensé. Et les enfants, ce n'exigent pas des adultes qu'ils changent complètement de vie, dit Elisa doucement. Ils veulent juste être aimés et ne pas être oubliés. Des lettres, des visites, des cadeaux, c'est suffisant pour maintenir le lien. Et s'il leur arrive quelque chose pendant que je suis loin? Et s'il vous arrive quelque chose pendant que vous êtes près d'eux? Rétorqua Elisa. Nathan, on ne peut pas passer sa vie à avoir peur des « et si ». On peut seulement essayer de faire ce qui est juste aujourd'hui. Il la regarda longuement, attentivement. « Vous êtes une femme très sage, dit-il à voix basse. »« Pas sage, objecta Elisa. Juste expérimentée. 10 ans de travail avec des enfants, ça vous apprend beaucoup. » À ce moment, des voix se firent entendre sur la route. Rose et Emma rentrèrent de l'école.
Les filles semblaient animées, surtout Emma. « Mademoiselle Elisa !» cria-t-elle en accourant. « À l'école, il n'y a qu'une fille qui s'appelle Emma aussi, et elle a dit qu'on pourrait être les meilleurs amis du monde. »« Ah oui ?» sourit Elisa. « Et comment s'est passée cette première journée ?»« Bien, » répondit calmement Rose. « Mademoiselle Adams m'a donné un livre à lire et à Emma des cahiers d'écriture. Et demain, on ira à l'école avec les autres enfants de l'orphelinat, » ajouta Emma. Sarah a dit qu'elle nous montrerait un raccourci à travers le champ. Elisa voyait que l'adaptation se passait bien. Les enfants commençaient à se sentir membres d'une nouvelle communauté. « Oncle Nate » s'adressa Rose à lui. « Vous partez déjà ?» Nathan regarda le soleil. Il était déjà plus de midi. « Oui, ma puce. Il faut que j'arrive chez moi avant la nuit. »« Et quand reviendras-tu ?»« Pour l'anniversaire de Sam, » répondit-il en ébouriffant les cheveux de son neveu. « Et d'ici là, je vous écrirai des lettres. »« Toutes les semaines ?» demanda Emma. « Emma, j'essaierai toutes les semaines, » promit Nathan. Les enfants l'étreignirent pour lui dire au revoir. Sam pleurait, mais doucement, et Emma s'agrippait à sa chemise. Rose se tenait un peu à l'écart, essayant de paraître adulte. « Rose » l'appela Nathan. « Viens ici. » La fillette s'approcha et il la serra dans ses bras. « Tu es l'aîné, » dit-il sérieusement. « Veille sur ton frère et ta sœur, et s'il se passe quelque chose d'important, écris-moi tout de suite. »« D'accord, oncle Nate, » répondit Rose, et sa voix résonnait de la détermination d'une petite adulte. Tandis que Nathan attelait son cheval, Elisa s'approcha de lui. « Vous faites ce qu'il faut, » dit-elle doucement. « Et les enfants le comprennent. »« Je l'espère, » répondit-il en vérifiant le harnais. « Elisa, merci, pour tout, pour les avoir accueillis, pour vos conseils, pour m'avoir écouté hier. Il n'y a pas de quoi, c'est naturel. » Nathan resta silencieux, regardant la maison où les enfants se tenaient sur le porche. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Et si vous aviez l'occasion de changer de vie, de tout recommencer, vous la saisiriez ?» Elisa le regarda surprise. « C'est une question très hypothétique. Supposons qu'elle ne le soit pas tant que ça. Alors, je suppose que cela dépendrait de ce qu'on me propose et de ce que je devrais sacrifier. » Nathan hocha la tête, comme si sa réponse était exactement ce qu'il attendait. « Au revoir, Elisa, » dit-il en montant sur le chariot. « On se voit en octobre. »« Au revoir, Nathan, » répondit-elle. « Bonne route. » Elisa resta sur le porche avec les enfants, regardant le chariot s'éloigner sur la route, soulevant des nuages de poussière. Quelque chose dans sa dernière conversation avec Nathan la troublait, mais elle ne parvenait pas à savoir quoi. « Mademoiselle Elisa, » dit doucement Rose. « Oncle Nate viendra vraiment en octobre ?»« Je le pense, oui, » répondit Elisa. « C'est un homme de parole. Comment le savez-vous » Elisa regarda la route où le chariot n'était plus qu'un petit point. « Je le sais, c'est tout, » dit-elle. Parfois, il faut faire confiance à son cœur. Rose hocha la tête et prit les mains d'Emma et de Sam. « Rentrons, » dit-elle d'un ton adulte. « Mademoiselle Elisa, on peut vous aider à préparer le dîner ?»« Bien sûr que vous pouvez, » sourit Elisa. En entrant dans la maison, elle jeta un dernier regard à la route. Le chariot avait disparu au tournant, mais quelque chose lui disait que sa rencontre avec Nathan Crawford avait changé quelque chose d'important dans sa vie. Quoi exactement? Elle le découvrirait plus tard. Pour l'instant, il fallait préparer le dîner, aider les enfants à s'habituer à leur nouvelle maison et vivre une vie ordinaire. Mais même en s'occupant de ses tâches habituelles, Elisa se surprenait à penser aux yeux gris de Nathan et à ses étranges questions sur la possibilité de recommencer sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Nathan. Elisa voyait Rose, Emma et Sam changer progressivement. Ils devenaient partie intégrante de la grande famille qu'était l'orphelinat. Emma s'était liée d'amitié avec son homonyme de l'école,
et rentrait chaque jour avec de nouvelles histoires. Sam jouait avec les autres petits et avait presque cessé de pleurer la nuit. Quant à Rose, bien que toujours sérieuse pour son âge, elle commençait à sourire et même parfois à rire des blagues de Tommy. Mais ce que les enfants attendaient le plus, c'étaient les lettres de leur oncle Nate. La première lettre arriva 10 jours après son départ. Elisa se souvenait des mains tremblantes de Rose en ouvrant l'enveloppe, du souffle coupé d'Emma et de Sam blottis contre leur sœur aînée. Nathan écrivait simplement et chaleureusement, racontant sa vie au ranch, ses chevaux, ses vaches, et à quel point les enfants lui manquaient. À la fin, il y avait un mot pour chacun. Il remerciait Rose pour son aide avec les plus jeunes, félicitait Emma pour ses progrès à l'école. Elisa lui avait envoyé un petit mot avec des nouvelles, et promettait à Sam de lui apporter pour son anniversaire un vrai cheval de bois qu'il sculpterait lui-même. « Il se souvient de nous », avait murmuré Emma en serrant la lettre contre son cœur. « Bien sûr qu'il se souvient », avait répondu Elisa. « Peut-on oublier ceux qu'on aime ?» La deuxième lettre arriva exactement 1 semaine plus tard. Cette fois, Nathan racontait comment il avait réparé le toit de la maison après une forte tempête, comment une de ses juments avait mis bas un poulain, et qu'il pensait l'appeler Sam. Le garçon était ravi de cet honneur, et avait passé la journée à courir dans l'orphelinat pour annoncer à tout le monde qu'il avait un poulain homonyme. Et dans cette lettre, il y avait aussi un mot pour Elisa. « Chère mademoiselle Elisa », écrivait Nathan, d'une écriture soignée mais peu habituée à la plume. Merci pour les brèves nouvelles des enfants dans votre dernier mot. Il est très important pour moi de savoir comment ils s'adaptent, comment ça se passe à l'école, s'ils ne sont pas malades. Si cela ne vous dérange pas, écrivez-moi encore, s'il vous plaît. Je m'inquiète particulièrement pour Sam. Il est le plus petit et le plus attaché à sa famille. Comment dort-il la nuit? Ne pleure-t-il pas? PS. Je pense souvent à nous. Conversation de ce soir-là. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un d'aussi ouvertement et honnêtement. Merci pour vos sages conseils. Elisa relut le mot plusieurs fois avant de le ranger dans sa boîte de papiers importants. Quelque chose dans ces simples lignes faisait battre son cœur un peu plus vite. Mais elle ne voulait pas se l'avouer. Elle répondit le soir même, racontant l'adaptation des enfants, les succès scolaires des filles, leurs nouveaux amis. Et elle ajouta à la fin, « Les enfants attendent vos lettres avec impatience. Pour eux, c'est un lien avec leur famille, la certitude qu'ils ne sont pas oubliés. Vous faites bien de maintenir ce lien. » La troisième lettre arriva mi-septembre, avec une nouvelle inattendue. « Chers enfants, » écrivait Nathan, « j'ai une proposition à vous faire. L'anniversaire de Sam approche, et j'aimerais non seulement vous rendre visite, mais vous emmener tous au ranch pour quelques jours. Pas pour toujours. Juste pour vous montrer où votre père a vécu son enfance, où nous avons grandi. Mademoiselle Elisa, si vous le permettez, je pourrais venir chercher les enfants vendredi et les ramener lundi. Rose et Emma peuvent te manquer l'école. Je m'arrangerai avec mademoiselle Adams. Il y a assez de place ici, et je ferai tout pour que ça vous plaise. J'attends votre réponse avec impatience. Les enfants Étienne étaient ravis de cette perspective. Mais Elisa hésitait. Non pas qu'elle ne fasse pas confiance à Nathan. Elle sentait que c'était un homme bon qui prendrait soin de ses neveux et nièces. C'est autre chose qui l'inquiétait. Et si les enfants, après avoir séjourné au ranch, voulaient y rester? Et s'ils décidaient que la vie avec leur oncle était meilleure qu'à l'orphelinat? Mademoiselle Elisa, lui demanda Rose au dîner. On peut vraiment aller chez oncle Nate? Je réfléchis encore, répondit Elisa prudemment. À quoi faut-il réfléchir? S'étonna Emma. On va revenir. Oncle a écrit que c'était juste pour quelques jours. Oui, mais... Vous avez peur que ça nous plaise et qu'on ne veuille plus revenir? Demanda soudainement Rose. Elisa regarda la fillette de 10 ans avec surprise. Parfois, les enfants voyaient les choses plus clairement que les adultes. Peut-être un peu, admit-elle honnêtement. Mais on ne veut pas partir d'ici, dit Rose sérieusement. C'est notre maison maintenant, nos amis sont ici,
On veut juste voir où papa a vécu et passer du temps avec oncle Nate. Et voir le poulain de Sam, ajouta Sam lui-même en sautillant sur sa chaise. Elisa sourit. Les enfants étaient plus sages qu'elle ne le pensait. D'accord, dit-elle. J'écrirai à oncle Nate que j'accepte de vous laisser partir pour le week-end. Les cris de joie des enfants couvrirent tous les autres bruits dans la maison. Le lendemain, Elisa s'assit pour écrire sa réponse. Mais les mots venaient difficilement. Elle commença par un mot formel autorisant le voyage, puis froissa la feuille et recommença. « Cher Nathan, écrivait-elle, les enfants ont été très heureux de votre invitation, et j'accepte de les laisser partir pour le week-end. Rose est une fille intelligente et saura veiller sur les plus jeunes. Mais, s'il vous plaît, soyez prudente avec eux, surtout avec Sam, il est encore petit. Les enfants se sont beaucoup attachés à l'orphelinat et le considèrent comme leur maison. Alors ne vous inquiétez pas qu'ils veuillent rester chez vous pour toujours. Bien que, bien sûr, si un jour vous décidiez de les prendre avec vous. » Elisa s'arrêta et relut la dernière phrase. Pourquoi avait-elle écrit ça? Elle l'ignorait elle-même. Elle la barra et continua. Emma s'inquiète beaucoup pour l'anniversaire de Sam. Elle veut que tout soit beau comme il le fêtait à la maison. Peut-être devriez-vous faire un gâteau ou une tarte. Je pourrais vous donner la recette de la tarte aux pommes que leur mère aimait. PS Nathan. Puis-je vous poser une question personnelle? Dans votre dernière lettre, vous parliez de la réparation de la maison, des soins au bétail, de la préparation des repas. N'est-ce pas trop difficile de vivre seul? N'avez-vous jamais pensé à trouver une compagne? Pardonnez-moi si cette question est trop personnelle. Elisa fixa longuement ce qu'elle avait écrit, puis barra soigneusement le post-scriptum. Que lui importait la vie privée de Nathan? Mais pour une raison inconnue, l'idée qu'il puisse épouser quelqu'un d'autre lui laissait un sentiment désagréable. Finalement, elle envoya la lettre sans le post-scriptum, mais les pensées de Nathan ne la quittaient pas. Le soir, en couchant les enfants, elle se surprenait à l'imaginer seule dans sa grande maison, sans personne de proche à ses côtés. Et parfois, et c'est ce qui l'effrayait le plus, elle s'imaginait à ses côtés. La réponse arriva étonnamment vite. Apparemment, Nathan attendait la lettre et avait répondu immédiatement. « Chère Elisa, lisait-elle, merci d'avoir accepté de laisser partir les enfants. Je viendrai les chercher vendredi matin. La recette de la tarte aux pommes serait la bienvenue. Je suis vraiment mauvaise en pâtisserie. Vous m'avez demandé s'il n'était pas difficile de vivre seul. Oui, c'est difficile, surtout le soir quand le travail de la journée est terminé et que la maison plonge dans le silence. Avant, je pensais m'être habitué à la solitude. Mais après la mort de Mary, j'ai compris que j'avais simplement appris à ne plus la remarquer. Quant à une compagne, Elisa, puis-je vous poser à mon tour une question personnelle? Et si un homme rencontrait une femme qui lui semble parfaite à tous égards, mais que les circonstances sont telles qu'il ne peut pas essayer de la conquérir? Et s'il a peur de détruire sa vie avec ses sentiments? Pardonnez ma franchise, la longue solitude rend un homme sans doute trop direct. PS, j'attends vendredi avec impatience. Elisa lisait la lettre, les mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les enfants ne l'entendent dans la chambre voisine. Nathan parlait-il d'elle? Ou avait-il quelqu'un d'autre dont il n'osait pas parler? Elle relut la lettre, scrutant chaque mot. Une femme qui lui semble parfaite à tous égards. Peur de détruire sa vie. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Elisa essayait de se convaincre que Nathan parlait d'une autre femme, mais son cœur lui disait le contraire. Il y avait eu quelque chose de spécial dans leur conversation de ce premier soir, une sorte de proximité qu'elle n'avait jamais ressentie avec personne d'autre. Elle ne répondit pas tout de suite à la lettre. Pendant plusieurs jours, elle fut pensive, dormit mal, se surprenant souvent à regarder la route comme si elle attendait quelqu'un. Les enfants commencèrent à remarquer sa distraction. « Mademoiselle Elisa ?» demanda Rose un soir. « Vous vous inquiétez pour notre voyage chez oncle Nate ?»« Non, ma puce, » répondit Elisa en serrant la fillette dans ses bras. « Je pense juste à différentes choses. »« À quoi »
Élisa regarda dans les yeux intelligents de Rose et comprit qu'elle ne pouvait pas la tromper avec des mots vides de sens. Au fait que parfois la vie nous propose des choix auxquels nous ne sommes pas préparés, dit-elle honnêtement. Et que faut-il faire dans ces cas-là? Écouter son cœur, mais sans oublier sa raison, répondit Élisa. Et se souvenir que chaque choix a des conséquences. Rose hocha la tête, pensive. Et vous écouterez votre cœur? Je ne sais pas, admit Élisa. Pas encore. Jeudi soir, la veille de l'arrivée de Nathan, elle s'assit enfin pour répondre à sa lettre. Elle commença plusieurs fois, froissa les feuilles, recommença. « Cher Nathan, écrivit-elle finalement, à votre question sur ce qu'il faut faire si un homme rencontre une femme spéciale mais craint de détruire sa vie, je ne peux répondre qu'une chose. Lui a-t-il demandé à elle si elle pense que sa vie serait détruite? Parfois nous inventons des obstacles là où il n'y en a pas. Parfois nous avons plus peur du risque qu'il ne le faudrait. Et parfois, ce qui nous semble être une destruction peut en fait être le début de quelque chose de merveilleux. Mais ce ne sont que mes pensées. Chacun doit prendre ses propres décisions. Les enfants attendent demain avec impatience. Sam a déjà préparé un sac de jouets et demande toutes les demi-heures si c'est bientôt le matin. Rose était nerveuse, mais essaie de ne pas le montrer. Et Emma a appris une chanson qu'elle veut vous chanter. À demain, Élisa. Après avoir scellé la lettre, elle la garda longtemps dans ses mains avant de la poser sur la table. Demain, Nathan arriverait, lirait sa réponse, et quelque chose entre eux changerait à jamais. En bien ou en mal, elle l'ignorait. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, Élisa sentait que sa vie bien réglée et prévisible était sur le point de connaître de grands changements. Et chose étrange, elle n'avait pas peur de ces changements. Au contraire, elle attendait le lendemain avec impatience. Dehors, le vent d'automne hurlait, arrachant les feuilles des arbres et les emportant quelque part dans l'obscurité des prairies. Mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud et calme. Les enfants dormaient, et seule Élisa ne pouvait trouver le sommeil, pensant à ce que le lendemain apporterait, et comment sa vie changerait, après que Nathan ait lu sa lettre. Au dernier moment avant de s'endormir, elle prit la lettre et ajouta en bas « PS. Et peut-être que cette femme se sent seule, elle aussi, et qu'elle attend que quelqu'un ose faire le premier pas. Maintenant, il était vraiment trop tard pour changer quoi que ce soit. Demain matin, elle donnerait la lettre à Nathan, et advienne que pourra. » Élisa se réveilla aux premières lueurs du soleil, bien qu'elle ait eu du mal à s'endormir la veille. Son cœur battait la chamade, comme avant un examen important ou une conversation décisive. Elle s'habilla rapidement de sa plus belle robe, une robe bleu foncé à boutons blancs qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. Puis, au lieu de sa natte pratique habituelle, elle releva ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches encadrer son visage. « Mademoiselle Élisa, vous êtes très belle aujourd'hui !» s'exclama Emma en entrant dans la cuisine où Élisa préparait le petit déjeuner. « Merci, ma puce », répondit Élisa, sentant le rouge lui monter aux joues. « Tu es prête pour le voyage ?»« Oui, j'ai préparé toutes mes affaires et j'ai même fait une liste de ce que je veux voir au ranch, » dit Emma en montrant une feuille couverte d'une écriture enfantine. « Le poulain de Sam, les vaches, la maison où papa a vécu et... » Elle comptait sur ses doigts. Les étoiles. Oncle Nate a écrit que dans la prairie, on voit mieux les étoiles qu'en ville. Rose descendit après sa sœur, tenant Sam par la main. L'aînée semblait nerveuse, mais s'efforçait de paraître calme. « Mademoiselle Élisa, oncle Nate va vraiment venir ?» demanda-t-elle. « On s'est levé très tôt, et il n'est toujours pas là. »« Il n'est que 7 heures, » la rassura Élisa. Dans sa lettre, il a dit qu'il viendrait le matin, sans préciser l'heure. Prenons notre petit déjeuner, et ensuite nous attendrons. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance animée. Les enfants de l'orphelinat interrogeaient les 3 partants sur leur voyage, leur donnaient des conseils, partageaient quanter leurs propres rares expériences de sortie.
Élisa écoutait leur bavardage d'une oreille distraite, jetant des coups d'œil fréquents à la route par la fenêtre. La lettre qu'elle avait écrite la veille était dans sa poche, et chaque fois qu'elle y pensait, son cœur s'accélérait. À 8h30, le son familier des roues et des sabots se fit entendre. Élisa regarda par la fenêtre et vit le chariot de Nathan approcher de l'orphelinat. Les enfants se précipitèrent aux fenêtres, puis sortirent en courant sur le porche. « Oncle Nate! Oncle Nate !» criait Sam, sautant de joie. Nathan sauta du siège du conducteur et prit immédiatement son neveu dans ses bras, le serrant fort. Puis il étreignit les filles, et Élisa vit son visage s'adoucir, la fatigue du voyage disparaître. « Prête pour l'aventure » demanda-t-il aux enfants. « Prêt » répondirent-ils en chœur. Nathan leva les yeux vers Élisa, qui se tenait sur le porche, et s'immobilisa un instant. Une lueur dans ses yeux gris fit manquer un battement à son cœur. « Bonjour, Élisa, » dit-il en retirant son chapeau. « Vous êtes très belle aujourd'hui. »« Bonjour, Nathan, » répondit-elle, espérant que sa voix était stable. « La route a été bonne ?»« Oui, je suis parti avant l'aube, je voulais arriver tôt. » Il s'approcha. « Les enfants sont prêts ?»« Oui, leurs affaires sont prêtes. Et... » Élisa sortit la lettre de sa poche. « Je vous ai écrit une réponse à votre dernière lettre. » Nathan prit l'enveloppe, et leurs doigts se frôlèrent un instant. Élisa sentit un frisson parcourir sa peau. « Merci, » dit-il doucement en glissant la lettre dans la poche intérieure de sa veste. « Je la lirai ce soir. »« Oncle Nate, on peut partir maintenant ?» demanda Emma avec impatience. « Le chemin est long et je veux tout voir. »« Bien sûr, ma puce, » sourit Nathan. « Mais d'abord, il faut dire au revoir à mademoiselle Élisa et la remercier de vous avoir laissé partir. » Les enfants étreignirent Élisa à tour de rôle. Sam se serra fort contre elle et murmura. « Vous allez vous ennuyer de nous ?»« Bien sûr que oui, » répondit-elle en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Mais vous revenez lundi. Et vous ne partirez nulle part pendant qu'on n'est pas là ?»« Je ne partirai nulle part, » promit Élisa. « Je vous attendrai à la maison, ça... » Nathan aida les enfants à monter dans le chariot et rangea leurs affaires. Élisa remarqua qu'il avait couvert le fond de couverture douce et même placé un panier de provisions pour la route. « Vous êtes un oncle très attentionné, » dit-elle. « J'essaie, » répondit-il. « Élisa, merci de m'avoir confié les enfants, pour les lettres, pour tout. Il n'y a pas de quoi. Simplement, soyez prudents sur la route. Et surveillez Sam, il peut se laisser emporter et ne pas voir le danger. Je veillerai sur eux tous, promit Nathan. À lundi. À lundi, répéta Élisa. Le chariot s'ébranla et Élisa resta sur le porche, agitant la main jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant. Puis, elle rentra dans la maison, qui lui parut soudain trop calme et vide. « Il vous manque déjà ?» demanda Madame Harper en entrant dans la cuisine, avec un panier de linge propre. « Un peu, » admit Élisa. « Je me suis habituée à leur voix, à leur agitation. Et peut-être que ce ne sont pas seulement les enfants qui vous manquent. » Remarqua malicieusement la vieille femme. Élisa la regarda, surprise. « Que voulez-vous dire ?»« Monsieur Crawford ne vous regardait pas comme un oncle regarde la tutrice de ses neveux, » dit Madame Harper en étendant le linge. « Et vous ne vous êtes pas apprêtée comme ça pour rien aujourd'hui. Madame Harper, Élisa, ma chère, j'ai assez vécu pour reconnaître quand il y a quelque chose de spécial entre un homme et une femme, » sourit la vieille femme. « Et pour être honnête, Monsieur Crawford semble être un homme bien. »« Il l'est vraiment, » acquiesça Élisa. « Mais il n'y a rien entre nous, juste une correspondance à propos des enfants. » Bien sûr, hocha la tête Madame Harper, mais des étincelles dansaient dans ses yeux. Juste une correspondance. Élisa ne discuta pas. À quoi bon, alors que ses propres sentiments étaient si confus? Le week-end passa étrangement lentement. Élisa s'occupa de ses tâches habituelles.
aider les autres enfants avec leurs devoirs, raccommoder des vêtements, planifier les menus de la semaine suivante. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Nathan et aux enfants. Comment passaient-ils leur temps? Le ranch leur plaisait-il? Et surtout, Nathan avait-il lu sa lettre? Dimanche soir, alors qu'elle couchait les enfants, Jamie, 7 ans, lui demanda: « Mademoiselle Elisa, quand est-ce que Rose, Emma et Sam reviennent? »« Demain matin, » répondit-elle. « Et s'ils se plaisent chez leur oncle et qu'ils veulent se rester ?» Elisa sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Cette peur ne l'avait pas quittée du week-end. « Alors ils nous manqueront, mais nous leur souhaiterons d'être heureux, » dit-elle honnêtement. « Parfois, les gens trouvent un nouveau foyer, et nous devons l'accepter. »« Et vous, vous aimeriez qu'ils restent ici? »« Oui, » admit Elisa. « Mais je veux qu'ils soient heureux plus que je ne veux qu'ils restent. » Jamie réfléchit à ces paroles. « Alors, le véritable amour, c'est quand on veut que l'autre soit bien, même si ça nous rend triste? »« Oui, mon petit, » sourit Elisa, frappée par la sagesse de l'enfant. « C'est exactement ça. » Lundi matin, Elisa se réveilla avec un sentiment d'attente anxieuse. Nathan avait promis de ramener les enfants le matin, sans préciser l'heure. Elle regardait sans cesse par la fenêtre, tendant l'oreille au moindre bruit venant de la route. À 9h30, sa patience fut récompensée. Le chariot familier apparut sur la route. Elisa sortit en courant sur le porche et comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Les enfants étaient assis à l'arrière, discutant vivement entre eux. Mais Nathan semblait agité, voire inquiet. « Mademoiselle Elisa !» cria Emma en agitant les bras. « On a vu tellement de choses, et le poulain de Sam est si beau, et les étoiles sont vraiment plus brillantes. Et oncle Nate nous a appris à traire une vache. » Les enfants sautèrent du chariot et se précipitèrent vers Elisa, racontant leurs aventures à qui mieux. Mais elle regardait Nathan qui descendait lentement de son siège, sans la quitter des yeux. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-elle, une fois l'enthousiasme initial des enfants un peu retombé. « Bien, » répondit Nathan, mais sa voix était tendue. « Très bien. Elisa, puis-je vous parler? Seul à seul. Bien sûr. Les enfants, allez à la maison, racontez votre voyage à Madame Harper. J'arrive tout de suite. » Une fois les enfants partis, Elisa et Nathan restèrent seuls. Il se tenait près du chariot, tortillant son chapeau entre ses mains, cherchant visiblement ses mots. « Nathan, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « Les enfants vont bien. »« Les enfants vont parfaitement bien, » l'assura-t-il. « Le ranch leur a beaucoup plu, surtout à Sam, il n'a pas quitté les poulains. Et Rose m'a aidé à cuisiner. Il s'avère qu'elle a un talent pour la cuisine. » Alors, quel était le problème? Nathan prit une profonde inspiration. « J'ai lu votre lettre, » dit-il doucement. Elisa sentit son pouls s'accélérer. « Et » Elisa, « puis-je vous dire quelque chose de très important ?»« Bien sûr. » Nathan s'approcha. Ses yeux gris trahissaient une détermination mêlée de peur. « Quand j'écrivais à propos de la femme qui me semble parfaite à tous égards, je parlais de vous, » dit-il sans détour. « Depuis ce soir où nous avons parlé près de la cheminée, je ne peux plus vous sortir de ma tête. Votre gentillesse, votre sagesse, la façon dont vous vous occupez des enfants, dont vous savez trouver les mots justes. » Elisa écoutait, retenant son souffle. « Mais j'avais peur de le dire directement, parce que nos circonstances sont si compliquées. Je vis au ranch, vous ici, vous avez l'œuvre de votre vie, et moi, je n'ai que ma terre et mon bétail. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de vous demander de changer toute votre vie pour des sentiments qui peut-être ne sont pas partagés. » « Nathan, laissez-moi finir, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Quand j'ai lu votre réponse, surtout le post-scriptum sur le fait que cette femme pouvait aussi se sentir seule, j'ai compris que je devais prendre ce risque, que je devais dire la vérité. » Il fit un pas vers elle, ne laissant qu'une courte distance entre eux. « Elisa, je suis tombé amoureux de vous.
dit-il doucement mais fermement. Complètement, désespérément, pour toujours. Et s'il y ait qu'à la moindre chance que vous puissiez répondre à mes sentiments. Nathan, murmura Elisa, sentant les larmes lui monter aux yeux. Je sais que ça semble fou, continua-t-il précipitamment. Nous nous connaissons depuis à peine un mois. Nous nous sommes vus que quelques fois. Mais parfois, le cœur sait ce que la raison n'a pas encore compris. Et mon cœur me dit que vous êtes la seule que j'ai cherchée toute ma vie. Elisa le regardait, et le monde entier sembla s'arrêter. Les mots qu'elle avait craints et attendus à la fois étaient enfin prononcés. « Et que proposez-vous » demanda-t-elle doucement. « Je veux vous épouser » dit simplement Nathan. « Je veux que vous soyez ma femme. Mais je comprends que cela signifie d'énormes changements dans votre vie. L'orphelinat, les enfants qui dépendent de vous. Et alors ? Je suis prête à tout, dit-il avec ferveur. Je peux vendre le ranch et déménager ici. Je peux aider à l'orphelinat, prendre en charge une partie du travail. Ou, il hésita, ou quoi ? Ou nous pourrions trouver un moyen de transférer l'orphelinat au ranch. Il y a beaucoup de place et les enfants pourraient vivre à la campagne, aider aux travaux de la ferme, apprendre des compétences utiles. Mais je comprends que cela semble irréel. Elisa le regardait avec stupéfaction. Cet homme était prêt à bouleverser toute sa vie pour elle. « Nathan, dit-elle doucement, avez-vous pensé que je pourrais déménager chez vous sans l'orphelinat ? Vous ne le pourriez pas, secoua-t-il la tête. Je vous ai vu avec les enfants, c'est votre vocation. Je ne vous demanderai jamais de renoncer à ce qui donne un sens à votre vie. Et si je le voulais moi-même, alors je serais l'homme le plus heureux du monde, admit-il. Mais je serais tout de même rongé par les remords. Elisa sourit à travers ses larmes. Savez-vous ce que j'ai compris ce week-end, pendant votre absence ? Quoi ? Que la maison ce n'est pas un bâtiment ou un lieu. La maison ce sont les gens qu'on aime. Et les enfants n'ont pas besoin d'un orphelinat, ils ont besoin d'une famille. Et si nous créons une famille, vous et moi, alors peut-être pourrons-nous leur donner plus que ce que je peux leur donner seul. Nathan la regardait avec un espoir grandissant. « Elisa, voulez-vous dire ?»« Je veux dire que je suis tombée amoureuse de vous, moi aussi, » avoua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « J'ai aussi pensé à vous chaque jour. J'ai aussi rêvé de ne plus être seule. Et si vous êtes vraiment prêt à prendre en charge tous ces enfants ?»« Je suis prêt, » dit-il fermement. « Plus que prêt. »« Alors oui, » murmura Elisa. « Oui, je veux bien vous épouser. » Nathan la fixa quelques secondes, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Puis il s'avança et, délicatement, prit son visage entre ses mains. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il doucement. Pour toute réponse, Elisa se hissa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut tendre, timide, plein de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Elisa vit plusieurs visages curieux à la fenêtre de l'orphelinat. Les enfants les observaient. « On dirait que nous avons des spectateurs, » rit-elle. « Qu'ils regardent, » sourit Nathan. « Ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Après tout, ça les concerne aussi. »« Oui, » acquiesça Elisa. « Ça nous concerne tous. » Ils se tenaient là, main dans la main, regardant la maison pleine d'enfants qui deviendraient bientôt leurs enfants communs. Des conversations, des projets, la résolution de nombreuses questions pratiques les attendaient. Mais à cet instant, une seule chose comptait. Ils s'étaient trouvés, et plus aucun d'eux n'aurait à être seul. « Quand nous marions-nous » demanda Nathan en lui serrant la main. « Je ne sais pas, » répondit Elisa. « Il y a tant de choses à penser, à décider. »« Et si c'était demain ?» proposa-t-il avec un sourire. « Demain ?» s'étonna-t-elle. « Nous ne sommes plus des enfants, nous savons ce que nous voulons. Pourquoi ?»« Attendre ?» Elisa se mit à rire. « Nathan Crawford, vous êtes un vrai cow-boy. Vous tirez d'abord et vous visez après. Et acceptez-vous d'être la femme d'un cow-boy ? » « J'accepte, » répondit-elle sans hésiter. « Mais attendons au moins une semaine.
Il faut parler aux enfants, discuter des détails. Une semaine, soit, accepta Nathan. Mais pas plus, j'ai attendu trop longtemps pour recommencer à vivre. Moi aussi, dit Elisa doucement en le regardant dans les yeux. Moi aussi. Le mariage eut lieu 10 jours après la demande de Nathan, dans la petite église de Cedar Ridge. Elisa portait une simple robe blanche que Madame Harper avait cousue pour l'occasion, et Nathan un costume sombre neuf, acheté spécialement. Rose, Emma et Sam se tenaient à leur côté devant l'autel en tant que témoins, tandis que tous les autres enfants de l'orphelinat remplissaient les bancs de l'église. « Consentez-vous, Nathan Crawford, à prendre pour épouse Elisa Cotter ?» demanda le pasteur. « Je le consens », répondit fermement Nathan, sans quitter des yeux le visage de sa fiancée. « Consentez-vous, Eliza Cotter, à prendre pour époux Nathan Crawford ?»« Je le consens », murmura Elisa, sentant son cœur prêt à sortir de sa poitrine. Quand Nathan l'embrassa à la fin de la cérémonie, les enfants applaudirent si fort que l'écho retentit dans toute l'église. Sam courut vers eux et les serra fort par les jambes. « Maintenant, vous serez ensemble pour toujours ?» demanda-t-il en levant la tête. « Pour toujours », promit Elisa en le prenant dans ses bras. « Et nous aussi, on sera avec vous ?»« Vous aussi ?» confirma Nathan. « Tous ensemble, une grande famille. » Après un simple repas de fête à l'orphelinat, les préparatifs commencèrent. Nathan avait passé les derniers jours à préparer le ranch pour l'arrivée de sa grande famille. Il avait ajouté des chambres, réparé des meubles, acheté des provisions. De son côté, Elisa décidait de ce qu'il fallait emporter, de ce qu'il fallait laisser, et de la meilleure façon d'organiser le déménagement des enfants. Le plus difficile fut la conversation avec le conseil municipal sur le sort de l'orphelinat. Mademoiselle Elisa, dit le maire, « Monsieur Butler, nous comprenons votre désir de vous marier, mais qu'adviendra-t-il des enfants? Il n'y a pas d'autre orphelinat dans le comté. Les enfants déménageront avec moi, » expliqua Elisa. « Mon mari a accepté de les prendre tous. Il y a assez de place au ranch et les enfants pourront aider aux travaux de la ferme, apprendre des compétences utiles. Et l'école? Je leur ferai cours moi-même. J'ai une formation d'enseignante et au ranch. J'aurai le temps pour des leçons individualisées. Mais le bâtiment de l'orphelinat, les fonds... Le bâtiment pourra servir à d'autres fins, proposa Elisa. Et les fonds qui étaient donnés pour l'entretien des enfants pourront être utilisés pour aider d'autres familles qui sont dans le besoin dans le comté. Le conseil discuta longuement de sa proposition, mais finit par accepter. Il était trop évident qu'Elisa agissait dans l'intérêt des enfants et non pour son propre confort. Le déménagement prit une semaine entière. Nathan faisait des allers-retours quotidiens avec son chariot, transportant des affaires, des meubles, tout le nécessaire pour aménager leur nouvelle maison. Les enfants étaient ravis de ce changement. C'était pour eux une véritable aventure. « Il y a des Indiens au ranch ?» demanda Marc, 8 ans, alors qu'il chargeait ses jouets dans le chariot. « Parfois, ils passent là par là, » répondit Nathan. « Mais ils sont pacifiques. Ils font du commerce de chevaux et de peaux. »« Et des ours ?»« Pas d'ours, mais des coyotes. On les entend hurler la nuit. »« On n'a pas peur d'eux ?» demanda la petite Lily. « Non, » la rassura Elisa. « Nous aurons une maison solide et oncle Nate apprendra aux garçons plus âgés à tirer pour protéger la famille. »« Tu pourras m'apprendre aussi ?» demanda Rose. « Et moi aussi » renchérit Emma. « On apprendra aussi aux filles » promit Nathan. « Sur la frontière, tout le monde doit savoir se défendre. » Elisa écoutait ces conversations et réalisait que sa vie changeait radicalement. À la place de la routine ordonnée de l'orphelinat en ville, une vie au milieu des prairies les attendait, avec son imprévisibilité et ses difficultés. Mais chose étrange, elle n'avait pas peur de ces changements. Au contraire, chaque jour, elle avait de plus en plus hâte d'être dans sa nouvelle maison. Enfin, le jour du déménagement final arriva. Le dernier chariot était chargé. Les enfants s'installèrent où ils purent.
et Élisa fit un dernier tour dans les pièces vides de l'orphelinat. « Triste ?» demanda Nathan en la trouvant dans le dortoir des enfants. « Un peu, » admit-elle. « 10 ans de ma vie entre ces murs. »« Vous regrettez ?»« Non, » répondit fermement Élisa. « J'ai fait tout ce que je pouvais ici. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau chapitre. » Nathan passa un bras autour de ses épaules. « Alors, rentrons à la maison, Madame Crawford. » Le voyage jusqu'au ranch dura toute la journée. Les enfants, d'abord excités, bavardaient en regardant les vastes étendues des prairies. Mais vers le soir, la fatigue les gagna et ils se turent. Élisa était assise à côté de Nathan sur le siège du dernier chariot, admirant le paysage. « C'est beau, dit-elle en regardant les herbes dorées onduler au vent. »« Beau mais rude, répondit Nathan. Les hivers sont froids ici, et les étés sont parfois secs. Ce n'est pas comme en ville. »« J'aime ça, avoua Élisa. Il y a quelque chose d'honnête dans cette rudesse. Ici, on ne peut pas faire semblant. Il faut être vraiment fort. » Nathan la regarda avec admiration. « Je savais que vous vous en sortiriez, » dit-il chaleureusement. Le ranch apparut à l'horizon alors que le soleil se couchait. Une grande maison en bois, avec une large véranda, une écurie, des enclos pour le bétail, quelques dépendances. Tout semblait solide et accueillant. « Nous y voilà, » dit Nathan en arrêtant le chariot devant le porche. Les enfants sortirent des autres chariots et inspectèrent leur nouvelle demeure avec curiosité. « C'est grand !» s'exclama Emma. « Et c'est du vrai bois !» ajouta Sam en touchant les rondins du mur. « Entrons !» proposa Nathan. « Je vais vous montrer vos chambres. » La maison était spacieuse et lumineuse. Un grand salon avec une cheminée, une cuisine avec un nouveau poêle, plusieurs chambres. Nathan s'était vraiment donné du mal pour préparer la maison à accueillir une grande famille. « Les garçons dormiront ici, » dit-il en montrant une chambre avec plusieurs lits superposés. « Les filles ici, et les plus petits dans cette chambre, à côté de la nôtre. » Élisa rougissait en entendant les mots « notre chambre », mais les enfants prenaient tout cela comme une évidence. « Et où est-ce qu'on étudiera ?» demanda Sarah, l'aînée des filles, âgée de 14 ans. « Dans le salon le matin, » répondit Élisa. « Et l'après-midi, vous aiderez aux tâches de la ferme. C'est aussi une forme d'apprentissage. »« Et qu'est-ce qu'on fera ?» s'enquit Tommy. « Les garçons m'aideront avec les chevaux et le bétail, » dit Nathan. « Les filles aideront leur mère avec la maison et le potager. Et tous ensemble, on fera les foins, on récoltera les cultures. »« Maman ?» répéta Rose, et une timide lueur d'espoir brilla dans sa voix. « Bien sûr, maman, » sourit Élisa. « Si vous voulez m'appeler comme ça. »« On veut !» répondirent les enfants en chœur. La première nuit dans la nouvelle maison fut agitée. Les enfants eurent du mal à s'endormir dans cet endroit inconnu. Les plus petits pleuraient, les plus grands chuchotaient entre eux. Élisa allait de chambre en chambre, calmant, consolant, bordant les couvertures. « Fatiguée ?» demanda Nathan quand elle revint enfin dans leur chambre. « Un peu, » admit-elle. « Mais c'est normal, les enfants vont s'habituer. »« Et vous ? Vous vous habituerez ?» Élisa s'approcha de la fenêtre et regarda la prairie nocturne. Le ciel était parsemé d'étoiles, un ciel comme elle n'en avait jamais vu en ville. « Savez-vous ce qui est le plus surprenant ?» dit-elle doucement. « Quoi ? Je me sens chez moi. Pour la première fois de ma vie, vraiment chez moi. » Nathan s'approcha d'elle par derrière et la serra danser. Bras. « Alors, nous avons pris la bonne décision, » dit-il en l'embrassant sur la tempe. « Oui, » acquiesça Élisa en se blottissant contre lui. « La meilleure. » Le matin, ils furent réveillés par les voix des enfants et l'odeur du bacon grillé. Élisa ouvrit les yeux et fut un instant désorientée. Où était-elle? Puis elle se souvint et sourit. À la maison. Elle était à la maison. La cuisine était en pleine effervescence. Rose et Sarah préparaient le petit déjeuner. Les garçons aidaient Nathan à la traite du matin. Les plus petits jouaient par terre. Une grande famille,
bruyante et heureuse. « Bonjour, maman !» cria Sam en voyant Elisa. « Bonjour, mon trésor !» répondit-elle en l'embrassant sur le sommet de la tête. Au petit déjeuner, ils discutèrent donc des plans de la journée. Nathan allait montrer aux garçons comment s'occuper des chevaux. Les filles voulaient aider Elisa à aménager la maison. Les plus petits se réjouissaient simplement de ces nouvelles expériences. « Et ce soir, » dit Nathan, « nous aurons un dîner spécial pour fêter notre premier jour dans notre nouvelle maison. »« Et qu'est-ce qu'on mangera de spécial ?» demanda Emma. « De la viande que j'ai préparée hier, » répondit Nathan. « Et une tarte que tante Rose et tante Sarah ont faite. »« On n'est pas des tantes, on est tes sœurs, » rit Rose. « C'est vrai, » acquiesça Nathan. « Nous sommes tous une seule et même famille maintenant. » La journée passa vite. Les enfants s'exploraient leur nouvelle maison, faisaient connaissance avec les animaux, découvraient les environs. Elisa aménageait les chambres, planifiait les leçons, s'habituait à sa nouvelle cuisine. Et Nathan répondait patiemment aux questions infinies des enfants et leur enseignait les rudiments de la vie au ranch. Le soir, quand les enfants furent enfin couchés, Elisa et Nathan sortirent sur la véranda. La prairie s'étendait autour d'eux, silencieuse et infinie, et le ciel étoilé ressemblait à la voûte d'une immense cathédrale. « Vous ne regrettez rien ?» demanda Nathan en serrant sa femme dans ses bras. « Quoi donc ?»« La vie en ville, l'orphelinat, la routine et la prévisibilité. » Elisa resta silencieuse, écoutant les coyotes hurler au loin. « Savez-vous ce que j'ai compris aujourd'hui ?» dit-elle enfin. « Quoi ? J'ai passé ma vie à sauver les enfants des autres, pensant que c'était ma destinée. Mais en fait, je cherchais simplement ma propre famille. Et je l'ai trouvée. »« Ici, dans la prairie ?»« Pas ici, » objecta Elisa. « Mais avec vous. La maison, ce n'est pas un lieu, ce sont les gens qu'on aime et qui vous aiment. » Nathan la serra plus fort. « J'ai été si longtemps seul, avoua-t-il. Et je pensais que je finirais mes jours ainsi. Et maintenant, j'ai une femme et 17 enfants. 18, le corrigea doucement Hila. Quoi ? Ne comprit-il pas. Il y aura 18 enfants ? Répéta-t-elle en posant une main sur son ventre. Dans quelques mois. Nathan se figea, assimilant ces paroles. Elisa, voulez-vous dire que nous allons avoir notre propre enfant, termina-t-elle. Oui, c'est ce que je veux dire. Nathan la tourna vers lui, et à la lueur des étoiles, elle vit ses yeux s'emplir de larmes. Vraiment, vraiment, hocha-t-elle la tête. Il la souleva dans ses bras et la fit tourner sur la véranda, et Elisa se mit à rire de bonheur. Quand ? demanda-t-il en la reposant doucement. Au début de l'été, répondit-elle. Juste au moment où l'herbe des prairies deviendra verte. Un garçon ou une fille ? Quelle importance, tant qu'il est en bonne santé. Aucune, acquiesça Nathan. Nous l'aimerons, quel qu'il soit. Ils restèrent là enlacés, à regarder les étoiles. Quelque part, dans la maison derrière eux, dormaient les enfants, leurs enfants, désormais. Des difficultés et des joies, des soucis et des découvertes les attendaient. Tout ce qui compose une vie de famille. « Savez-vous à quoi je pense en ce moment ?» demanda Nathan. « À quoi ? Au fait qu'il y a tout de même une justice en ce monde. J'ai perdu une famille, et je pensais que c'était la fin. Mais en fait, ce n'était que le début. Le début de quoi ? D'une nouvelle histoire. Notre histoire. » Elisa se blottit plus fort contre lui. « Une belle histoire. »« La plus belle, » promit Nathan. « Avec une fin heureuse. »« Pas une fin, » objecta Eliza. « Un début. Le début d'une nouvelle vie. » La lune se leva sur les prairies, inondant les vastes étendues d'une lumière argentée. Et sur la véranda du ranch se tenaient un homme et une femme qui s'étaient trouvés contre toute attente et qui planifiaient l'avenir de leur grande, bruyante et heureuse famille. Elisa n'avait plus peur que quelqu'un l'abandonne. Parce qu'elle avait elle-même choisi son destin, choisi l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie.
Et Nathan n'était plus seul dans sa grande maison au milieu des prairies. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre, sans même l'avoir prévu. Et maintenant, ils avaient toute la vie devant eux, pour être heureux. Au loin, un coyote hurla, le vent agita l'herbe de la prairie, et dans la maison, le petit Sam soupira dans son sommeil. La vie continuait, mais elle y était désormais remplie d'amour, d'espoir et de confiance en l'avenir. Eliza Crawford, c'était son nom désormais, sourit aux étoiles et pensa que parfois, les plus belles histoires commencent les jours les plus ordinaires. Il faut juste être prêt à ouvrir son cœur quand l'amour frappe à la porte. Et l'amour, il s'avère, arrive quand on s'y attend le moins et change tout pour toujours. 10 ans plus tard, Eliza se tenait sur la même véranda qu'il y a 10 ans, observant le coucher de soleil sur les prairies. Seulement, le crépuscule n'était plus silencieux. De la cour montaient les voix des enfants, le hennissement des chevaux, le meuglement des vaches. La vie battait son plein autour de la maison qui, autrefois, avait semblé trop grande pour un homme seul. « Maman, Johnny embête encore les veaux !» cria la voix de Mary, 8 ans, la plus jeune fille d'Eliza et Nathan. « Jonathan, laisse les animaux tranquilles !» cria Eliza à son fils de 6 ans, qui poursuivait les jeunes taureaux avec un bâton. Au fil des ans, la famille s'était agrandie de 4 enfants. William, qui avait déjà 9 ans, Mary, Jonathan et la petite Sarah de 3 ans. Mais pour tous les autres enfants qui avaient grandi dans la maison, Eliza et Nathan étaient restés maman et papa. Rose, qui avait maintenant 20 ans, avait épousé le jeune instituteur de la ville voisine et vivait à 20 miles du ranch. Mais chaque dimanche, elle venait avec son mari et ses 2 jeunes enfants pour le déjeuner de famille. Emma, une belle jeune fille de 17 ans, aidait Eliza avec les plus jeunes et se préparait à entrer à l'école normale. Et Sam, qui avait 15 ans, était le portrait craché de Nathan. Silencieux, fiable, avec une compréhension innée des chevaux et du bétail. Tous les enfants n'étaient pas restés au ranch. Tommy était devenu forgeron en ville. Sarah, l'aînée, travaillait comme couturière. Plusieurs garçons étaient partis chercher de l'or. Mais tous écrivaient régulièrement, venaient pour les fêtes et considéraient le ranch comme leur foyer. « À quoi pensez-vous » demanda une voix familière. Eliza se retourna et vit Nathan qui montait sur la véranda. À 49 ans, il n'avait presque pas changé, si ce n'est que ses cheveux avaient été blanchis et que les rides au coin de ses yeux s'étaient creusées. Mais son regard était resté le même, chaleureux, aimant, compréhensif. Je me souvenais de ce soir où nous nous tenions ici ensemble pour la première fois.